On continue donc sur l'unité 1 et sur la leçon 5. Ici, la leçon 5 nous dit que peut-on faire à propos des changements climatiques. Ça veut dire est-ce qu'on peut arrêter le changement climatique ou du moins est-ce qu'on peut atténuer leurs effets. Alors pour savoir est-ce qu'on pourrait agir ou bien est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on peut faire à propos des changements climatiques, on doit les comprendre. Et pour cela, on doit se poser la question est-ce qu'on peut prévoir le climat. Donc prévoir le climat. Prévoir le climat. Alors, on sait que le climat est le résultat de l'interaction de plusieurs facteurs, donc je pourrais les écrire ici. Le climat, c'est quoi en fait? C'est le résultat de l'interaction de plusieurs facteurs. C'est ce qu'on appelait les composants du climat, hein, de plusieurs facteurs. Alors, ces facteurs, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, c'est-à-dire les rayons, l'énergie solaire qui arrive. On a l'atmosphère, l'hydrosphère, c'est-à-dire l'eau. On pourrait ajouter ici les océans, l'eau c'est l'océan, et puis la terre, etc. Alors, bien sûr, pour prévoir le climat, on doit maîtriser le comportement de chacun de ces composants-là. Et par suite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire ce qu'on appelle, élaborer un modèle climatique. Un modèle climatique. Ça veut dire, un modèle climatique, Un modèle climatique, qu'est-ce qu'il fait? Au fond, un modèle climatique va nous expliquer, le climat, comment il fonctionne. Et puis, il va même, si c'est un très bon modèle, il va nous permettre de prévoir le climat. Alors, un modèle climatique, c'est quoi au fond? Eh bien, c'est normalement, un modèle climatique, c'est un système informatique, eh bien, qui utilise des équations mathématiques, complexes. Généralement, ces équations mathématiques sont très complexes. C'est pour cela que c'est un programme informatique, on ne peut pas faire ça à la main. Il faut que les gros ordinateurs fassent ce travail-là, sinon ça ne va pas être facile. Donc, des équations mathématiques complexes afin de simuler le comportement, ou bien simuler ce qui se produit si divers facteurs climatiques sont modifiés. Par exemple, si la température moyenne de la Terre augmente de 1 degré, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura des tornades? Est-ce qu'il y aura des inondations? Est-ce qu'il y aura de la sécheresse? Qu'est-ce qu'il y aura? Si par exemple la température diminue d'1 degré, qu'est-ce qui se passe? Si le gaz carbonique augmente, la concentration du gaz carbonique augmente, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le modèle climatique, c'est ça. Son rôle, c'est de dire qu'est-ce qui va se passer si des facteurs changent. Eh bien, pour élaborer des modèles climatiques, on utilise ce qu'on appelle la méthode scientifique. Donc, on va parler de la méthode scientifique. Donc, pour élaborer des modèles climatiques, on a besoin d'une méthode scientifique. Parce que pour prévoir, il faut qu'on ait des systèmes, on leur donne des données, et lui, il va nous dire, écoutez, la température augmente d'1 degré, voilà ce qui se passe. Le gaz carbonique dans l'atmosphère augmente de tel pourcentage, voilà ce qui se passe. Alors pour cela, comment on va élaborer un modèle climatique? On doit suivre une méthode, et on suit la méthode scientifique. Alors cette méthode scientifique, elle est bonne, pas seulement pour le climat, elle est utilisée dans tous les domaines. Et cette méthode scientifique, c'est quoi? Elle repose sur quelques étapes. Première étape, c'est ce qu'on appelle la collecte des données. Donc première étape, on fait collecte des données. Tout simplement, on collecte des données. Les données, par exemple, pour le climat, on collecte les températures, les précipitations, les pourcentages des gaz à effet de serre, les pourcentages des gaz,
etc. Donc, c'est ça la collecte des données. On reprend ces données-là. Une fois qu'on a pris les données, deuxième étape, on fait une analyse. Analyse des données. Analyser des données, c'est tout simplement les classer, mettre les données qui ont un rapport entre eux, on les met ensemble, etc., etc. On met des tableaux, c'est-à-dire une analyse des données, on fait les conversions des données, par exemple, etc., etc. Après avoir analysé les données, troisième étape, on cherche des relations. Donc, détermination, on détermine, détermination des liens et relations entre les données. Des liens et relations entre les données. Entre les données. Alors, ces liens et ces relations, bien sûr, c'est ça ce qui va nous dire, par exemple, si vous avez augmenté si la température augmente de 1 degré, eh bien, les précipitations vont être influencées. Par exemple, le pôle Nord, il va se réchauffer, donc on aura moins de glace, etc., etc. Donc, on regarde les liens entre les données. Une fois qu'on a trouvé ces liens-là, et si on trouve des liens cause à effet, ça serait encore mieux. Donc, on cherche des données cause à effet, cause, des liens cause à effet. Ce qui n'est pas toujours facile. Généralement, on cherche que des corrélations. Cause à effet, c'est pas facile à trouver des liens cause à effet. Après ça, donc je vais passer à une autre page. Quatrième partie, c'est-à-dire quatrièmement, après avoir déterminé, donc je vais mettre en rouge là aussi. Donc, après, je me suis arrêté ici. Détermination des liens et relations. Alors, après avoir déterminé les liens et relations, quatrièmement, élaboration d'un modèle climatique, d'un modèle qui répond aux relations trouvées. Donc, on élabore un modèle, et c'est à partir de ce modèle-là qu'on va voir ce qu'il va prévoir ou non. Cinquième étape, eh bien, une fois qu'on a trouvé un modèle, par exemple, nous, on a cherché, on a dit, ah oui, c'est vrai, le CO2, il a une relation avec le réchauffement, avec la température. Plus le CO2, le pourcentage du CO2 augmente, par exemple, disons 0,1%, eh bien, la température va augmenter de 0,6. Donc, un lien, par exemple, entre le pourcentage de CO2 et la température, par exemple. Donc, on a déterminé des choses, on le donne au système. Eh bien, le système-là, pour s'assurer qu'on a trouvé les bonnes relations, eh bien, il faut le vérifier. C'est ce qu'on appelle la mise à l'essai. La cinquième étape, mise à l'essai. Mise à l'essai. Donc, la mise à l'essai, elle, c'est la mise à l'essai. La mise à l'essai, ça consiste à quoi? À faire quoi? Tout simplement, on va faire fonctionner notre système et on va le comparer avec ce que la nature nous donne. Donc, mise à l'essai. Sixième étape, comparaison. Comparaison des prévisions du système. Des prévisions du système. Et la collecte des données réelles. Et les données réelles mesurées. On va mesurer encore des données et on va regarder est-ce que ça fonctionne ou non. Alors, si je vais le faire schématiquement, première chose, j'ai la collecte. Après la collecte, je vais avoir l'analyse. Après l'analyse, je dois faire les liens, détermination des liens, les relations, la recherche de relations. Après avoir trouvé les relations, qu'est-ce que je vais faire? Je vais élaborer mon système. Élaborer le système. Après avoir élaboré le système, qu'est-ce que je vais faire? La mise à l'essai. Et une fois que j'ai mis à l'essai, je vais comparer avec la collecte des informations. Et c'est comme ça comment ça tourne. Donc ici, on fait une comparaison avec la collecte. Comparaison.
avec les données. Donc les données, et on les compare avec. Si ce que le système nous donne coïncide avec ce que la collecte nous donne, eh ben on va dire on a un très bon système. Sinon, on va dire notre système n'est pas bon. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va encore faire le cycle, on va prendre encore la collecte, on analyse encore une autre fois, on cherche d'autres relations peut-être qui nous ont échappé, on fait l'élaboration et c'est un cycle. C'est comme ça comment on élabore un système climatique. Seulement, il y a des problèmes pour élaborer un système climatique. Okay. Alors, quelles sont les limites ou bien les problèmes? Donc, limites ou bien problèmes. Problèmes qui empêchent l'élaboration d'un bon modèle climatique. Alors, là, on va regarder quels sont les problèmes. Pourquoi on n'arrive pas à... Maintenant même, on regarde que, par exemple, la météo a de la misère à prévoir, par exemple, le lendemain, qu'est-ce qu'il y aurait. Et c'est à cause des mêmes problèmes qu'on va faire ici. Le premier problème, c'est que le climat, ou bien la météo, dépend de beaucoup de facteurs qui s'influencent l'un l'autre. Hein. Le climat dépend d'un très grand nombre de facteurs, d'un très grand nombre de facteurs, qui s'influencent. Le deuxième problème, c'est ce qu'on appelle la chaîne de réaction positive. La chaîne de réaction positive. C'est ce qu'on appelle aussi que le climat est chaotique, la chaîne de réaction positive. Et là, on va expliquer cette chaîne de réaction positive. C'est quand un facteur s'amplifie lui-même. Hein. Un facteur, la modification d'un facteur, donc je vais écrire une petite définition un peu plus claire. Hein. Donc, je vais écrire une définition un peu. Donc, je vais écrire un processus. L'effet d'un processus ou d'un mécanisme ou d'un facteur, l'effet d'un processus amplifie ce processus. Et on va voir quelques exemples sur ça. Hein. Le troisième, c'est ce qu'on appelle les effets multiples. Les effets multiples d'un facteur. Alors, les effets multiples d'un facteur, c'est quoi? Eh bien, ces effets multiples, généralement, cela arrive, c'est une action, un facteur, qui peut produire au moins deux effets contradictoires. Deux effets contradictoires qui s'associent pour rendre difficile l'élaboration d'un modèle climatique. Donc, on a ces trois paramètres. Donc, le grand nombre
deux facteurs qui rentrent en jeu et qui s'influencent. Deuxième, c'est la chaîne de réaction positive. Et puis troisième, c'est les effets multiples de facteurs. Donc j'ai un facteur qui me donne deux résultats qui pourraient me donner deux résultats contradictoires. Donc ça rend les choses très compliquées. Alors maintenant ici on va regarder un peu plus près, c'est-à-dire les chaînes de réaction positive. Donc je mettrai ici, je ne sais pas ce que j'avais mis, est-ce que j'avais mis 1, 2, ah ça c'est 3 pardon. La méthode scientifique, après ça, c'est ça la méthode scientifique, problème qui empêche l'élaboration, ok, donc c'est bon. Voilà. Alors là je vais parler ici des chaînes, donc je l'écris ici, chaîne de réaction positive, de réaction positive. Alors, chaîne de réaction positive. Alors, une chaîne de réaction positive se produit. Alors, une chaîne de réaction positive lorsque l'effet d'un facteur, l'effet d'un processus ou un facteur d'un processus amplifie ce processus. Amplifie ce processus. Alors, je vais donner deux exemples. Alors, prenons le premier exemple. Je vais donner exemple 1. Je vais donner deux exemples. Exemple 1, la vapeur d'eau, par exemple. Vapeur d'eau dans l'atmosphère. Vapeur d'eau dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère. L'atmosphère. On sait que l'atmosphère, le vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. C'est un gaz à effet de serre. On sait qu'il réchauffe aussi, il aide à réchauffer la Terre. Maintenant, regardons si on augmente un petit peu la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc, une petite augmentation de la vapeur d'eau, et bien, qu'est-ce qu'il va entraîner? Entraîne une augmentation de la température de la Terre, parce que une augmentation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. Un gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'il fait? Il réchauffe la Terre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Une petite augmentation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère entraîne une augmentation, un réchauffement de la Terre. Et qu'est-ce qui va se passer? Une fois que le réchauffement, c'est-à-dire la Terre est réchauffée, mais la Terre, elle est 70% de la Terre, c'est de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Ce réchauffement-là, il va vaporiser encore plus l'eau. Donc ce réchauffement augmente l'évaporation donc l'évaporation des océans, de l'eau, et ainsi augmenter le pourcentage ou bien la vapeur d'eau dans l'atmosphère, et ainsi augmenter la vapeur d'eau dans l'atmosphère. La vapeur d'eau dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère. Et c'est un cycle. Cette augmentation maintenant, ce surplus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va encore réchauffer un peu la Terre, etc., etc. Donc c'est un cycle. Donc j'ai augmentation, augmentation, si je vais faire avec schématique, augmentation de H2O de l'eau gaz, c'est-à-dire vapeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Réchauffement, donc augmentation de la température. Augmentation de la température sur la Terre. Et l'augmentation de la température sur la Terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va évaporer plus d'eau. Donc, augmentation de CO2 dans l'atmosphère ici. Dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle positive atmosphère. Ça veut dire un phénomène va se renforcer. Si j'ai fait une petite augmentation, ça va continuer. Parfois, on peut l'exprimer avec, par exemple, quelqu'un qui est sur une montagne. Une petite, si vous le poussez d'un petit peu ici, il va
Il va couler, hein. Donc, si tu le fais bouger d'un petit mouvement là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, son mouvement va devenir encore plus grand, hein. Donc, c'est ça là. Ça, c'est un exemple. Là, vous prenez une pierre, par exemple, sur une montagne ou sur quelque chose qui ressemble à un maximum. Et si vous bougez un petit peu, vous donnez un petit peu, c'est-à-dire une petite variation, pas trop, mais cette petite variation, il va être augmenter tout simplement. Pourquoi? Parce que le mouvement de la pierre va être encore plus fort. Donc, c'est ce qu'on appelle une augmentation. C'est une chaîne de réaction positive. Je donnerai un deuxième exemple, celui avec l'albédo. Donc, je vais effacer ça. Exemple 2, l'albédo. On va faire un exemple avec l'albédo. On va faire un petit rappel de ce que c'est que l'albédo. Okay. On va faire un petit exemple 2. Exemple 2. Il y a plusieurs exemples qu'on peut faire à albédo. Alors l'albédo, on a dit c'est quoi? Eh bien, l'albédo, ça représente le pourcentage. Donc je vais faire la définition. L'albédo, c'est quoi? C'est le pourcentage de l'énergie solaire, qu'une substance peut réfléchir. Hein, peut réfléchir. C'est ça l'albédo. Hein? Ben, c'est les rayons solaires, les radiations, le pourcentage de radiation électromagnétique qu'une substance peut réfléchir. Alors maintenant, si je regarde la Terre par exemple, ici, et au nord ici, hein, le pôle nord ici, donc ça c'est le pôle nord, on sait que le pôle nord ici est tout blanc, hein? C'est de la neige ici, hein? Tout blanc. Neige. Et l'albédo de la neige est très grande. Pourquoi? Parce que la neige réfléchit, parce qu'elle est blanche, elle réfléchit beaucoup la lumière. Donc plus on est blanc, plus on réfléchit la lumière, plus on est sombre, plus on absorbe de la lumière. Ou bien on absorbe de l'énergie. Alors une petite diminution de l'albédo ici, sur la neige, donc disons qu'il y a un petit déneigement. Ok? Alors ici, une petite diminution de l'albédo, par exemple au pôle Nord, hein, au pôle Nord, en Arctique, entraîne un réchauffement supplémentaire de l'Arctique. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a un réchauffement? Eh bien, la neige va fondre. Donc, entraîne un réchauffement supplémentaire. Ce réchauffement va faire fondre une partie de la glace. Une partie de la glace. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui entraîne une diminution de l'albédo. Ce qui entraîne, parce qu'on aura moins de glace, ce qui entraîne une diminution de l'albédo. Ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire une petite diminution de l'albédo, ben, ça veut dire, s'il y a une petite diminution, c'est que les rayons lumineux ici, ou bien la chaleur qui sera retournée, ou bien réfléchie sera moindre, ben, ça veut dire qu'il y aura un peu plus d'absorption de chaleur, donc l'Arctique va se réchauffer un petit peu, ce réchauffement va fondre un petit peu la neige, cette neige-là ne va plus réfléchir la lumière, donc l'albédo va diminuer, et c'est un cycle, donc c'est ce qu'on a fait ici, la même chose. Si je le fais d'une manière schématique, je fais ici diminution de l'albédo, qu'est-ce qu'il va entraîner? Augmentation de la température, ou bien réchauffement, augmentation de la température. Donc, et quelles sont les conséquences de l'augmentation de la température? Fonte de la neige. Fonte de la neige. Avec fonte de la neige. Avec fonte de la glace. Et la fonte de la glace, qu'est-ce qu'il va faire? Il y aura moins de glace qui réfléchit les lumières, donc l'albédo va diminuer. Et on a un cycle positif. Pourquoi? Parce que ça va s'amplifier. À un certain moment, on ne trouvera rien. Toute la neige aura fondu au fond. À un certain moment, on n'aura plus rien.
toute la neige aura fondu. Alors ça, c'est pour la chaîne de réaction positive. Ben, maintenant, on va effacer ici. Je vais effacer ici. Donc après, on va parler des effets, les effets multiples d'un facteur. Donc je vais effacer ici, hein, les effets multiples d'un facteur. Alors, les effets multiples d'un facteur, ça aussi, ça rend difficile l'élaboration d'un modèle climatique. Hein. On va voir aussi pourquoi. Hein. Donc, effets multiples. Effets multiples d'un facteur. Alors l'effet multiple arrive, donc effet multiple, c'est action produisant, toute action produisant, donc effet multiple, c'est toute action produisant au moins deux effets qui s'associent de façon à rendre difficile l'élaboration d'un modèle climatique. Alors, on va prendre un exemple pour voir ça. Hein. Donc, cet effet multiple, ça veut dire j'ai un facteur, et bien qu'il y a plusieurs conséquences. En gros, c'est ça. Hein. Donc, si je veux le résumer plus facilement, donc un facteur, ou bien un changement, hein, un processus qui a plusieurs effets, parfois contradictoires, hein, parfois contradictoires. C'est ça l'effet multiple, ça veut dire un facteur qui a plusieurs effets, hein, plusieurs effets parfois contradictoires. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre par exemple la forêt. Donc, exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Facteur de la forêt. Facteur de la forêt. Alors, regardons par exemple la Terre. Ici, je vais représenter encore la Terre. Ici, je regarde dans les latitudes supérieures. Donc, les latitudes supérieures, ici, par exemple, les latitudes supérieures. Latitude supérieure. Ici, on regarde les arbres qui sont là, ou bien les forêts qui sont là. Par exemple, à côté des pôles Nord, hein, des arbres qui sont dans les latitudes. Eh bien, si on fait des observations, nous montrent, si on prend une forêt enneigée, l'albédo d'une forêt enneigée, hein, l'albédo d'une forêt enneigée, et de 35%. Ça veut dire une forêt enneigée arrive à réfléchir 35% des radiations lumineuses, donc elle refroidit en quelque sorte, la planète en renvoyant, mais il ne renvoie que 35%. Mais il y a ceux qui disent attention, si on coupe toute cette forêt-là, alors là on va avoir un terrain, ou bien on va avoir un champ, et si ce champ est enneigé, il va réfléchir encore plus. Par exemple, l'albédo d'un champ enneigé est de 70%. Donc c'est le double. Alors il y a ceux qui disent mais pourquoi on couperait pas ces forêts-là, hein, des latitudes supérieures, et comme ça en hiver, la Terre va être refroidie et comme ça on contrôlera les réchauffements climatiques. Donc d'après ce résultat-là, d'après cette analyse, on doit couper les forêts. D'après cette analyse, on doit couper les forêts
des hautes latitudes. Des hautes latitudes. De telle manière qu'au lieu d'avoir une forêt enneigée, on va avoir un champ enneigé, et comme ça, en hiver, on résoudra le problème des changements climatiques. Seulement, quand on regarde de plus près, ok, alors je vais effacer ici. Si on regarde de plus près, eh bien, la forêt a un autre effet. Effectivement, il ne réfléchit pas assez les lumières, c'est-à-dire il ne réfléchit pas assez les rayons lumineux comme un champ, mais il a un autre effet. Donc, attention, la forêt a un autre effet. Alors, quel est cet effet? Premièrement, la forêt, ou bien les arbres, ou bien la végétation, est un puits de carbone. C'est un puits du carbone. Donc la forêt, qu'est-ce qu'il fait? La forêt, en absorbant le carbone, parce que pour faire sa nourriture, il doit absorber le carbone, il faut que la photosynthèse, elle absorbe le carbone de l'atmosphère. La forêt, ou bien les arbres, la forêt absorbe le CO2 de l'atmosphère. Et comme ça, en coupant la forêt, eh bien le CO2 de l'atmosphère va rester là et il va réchauffer la Terre. Donc en coupant la forêt, le CO2 restera dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère et ainsi réchauffer la planète. Et ainsi réchauffer la planète. Donc ici tu vois, c'est un effet multiple. Ça c'est un exemple d'effet multiple. Pourquoi? Parce que couper la forêt, on a l'impression, par exemple dans les latitudes supérieures, on a l'impression que ça va refroidir la planète en hiver. Mais en même temps, il va laisser, parce que la forêt, en même temps qu'il ne réfléchit pas assez la lumière, elle absorbe le CO2. Donc, ça c'est un exemple d'effet multiple, et ce qui rend, et ce sont des choses comme ça, par exemple ici, la question, est-ce qu'on doit couper les forêts ou non, donc question, couper ou non les forêts aux latitudes supérieures. Aux latitudes supérieures. Donc, ça, ce sont des choses qui rendent difficile l'élaboration d'un modèle climatique. Alors, voilà, ici, je m'arrête sur ça, et puis on continuera après, parce qu'on a déjà fait une trentaine de minutes. Donc, on va arrêter ici. Donc, voilà pour cette première partie.